Bienvenue sur la chaîne Contes du soir. Ici, nous voyageons à travers le temps pour que votre endormissement soit à la fois paisible et bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner et de liker dès maintenant, car d'ici la fin de ce récit, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux, l'histoire débute déjà. Depuis plus de 2500 ans, l'île légendaire d'Atlantide intrigue chercheurs et rêveurs. Cette image mystérieuse figure dans de nombreux livres, films et récits, captivant les esprits à travers le monde. Depuis l'époque du philosophe grec Platon, l'humanité se pose une question essentielle. Cette grande île, habitée par une civilisation prospère et puissante, a-t-elle vraiment existé avant de disparaître sans laisser de traces? Ou n'est-elle qu'une belle légende, fruit de l'imagination humaine, sans fondement historique réel? L'Atlantide a été explorée dans des lieux aussi divers que l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, près des côtes américaines, et même autour de l'Antarctique. Certains imaginent qu'elle était le berceau originel de la civilisation humaine. D'autres l'envisagent comme une immense métropole avec des technologies bien avancées pour son époque. Des théories ont aussi émergé concernant une race mystérieuse de géants ayant régné sur le monde et construit d'extraordinaires structures. Les questions entourant l'existence et la disparition de l'Atlantide surpassent encore les réponses disponibles, et chaque nouvelle théorie ne fait qu'intensifier ce mystère intrigant. Au fil des siècles, un véritable univers de légendes, de théories incroyables et d'hypothèses fascinantes s'est édifié autour de l'Atlantide. Mais que révèle la science moderne à son sujet? Les technologies de pointe, l'archéologie et la géologie peuvent-elles enfin nous aider à résoudre ce mystère de l'histoire humaine? Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage captivant à travers les âges. Nous commencerons par les premières mentions de l'Atlantide dans les textes anciens. Puis, nous traverserons le Moyen Âge et la Renaissance. Nous examinerons les théories séduisantes des 19e et 20e siècles, avant de découvrir les dernières découvertes et recherches scientifiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre où le mythe de l'Atlantide se termine et où commence la réalité. Préparez-vous à découvrir peut-être l'histoire la plus fascinante et captivante que l'Antiquité nous ait léguée. Mais d'où provient exactement le concept d'Atlantide? Quand on évoque l'Atlantide, le nom qui émerge inévitablement est celui du philosophe grec Platon. C'est lui qui est reconnu comme la première personne à avoir narré l'existence de cette terre mystérieuse, propulsant ainsi l'une des légendes les plus emblématiques de l'humanité. Au vieux siècle avant notre ère, il y a plus de 2500 ans, Platon a composé deux célèbres dialogues philosophiques intitulés Timée et Critias. Ces œuvres sont non seulement des réflexions philosophiques, mais aussi un récit détaillé d'une civilisation disparue depuis longtemps, qui existait bien avant la naissance de la Grèce classique. Les dialogues de Platon sont présentés sous la forme d'une conversation entre plusieurs sages et philosophes, dont certains sont des figures historiques bien réelles. Par exemple, le récit évoque le célèbre législateur et sage athénien Solon, qui a vécu environ 200 ans avant Platon lui-même. Selon le récit, Solon s'est rendu en Égypte, où il a fait la connaissance de prêtres du temple de la ville de Saïs. Ce sont ces prêtres égyptiens qui, selon Platon, ont narré à Solon l'ancienne histoire d'une puissante île-État, l'Atlantide, qui prospérait des milliers d'années auparavant, avant de disparaître subitement à la suite d'une terrible catastrophe. De retour à Athènes,
Solon a relaté cette histoire à son parent Dropides, qu'il a ensuite transmise à son fils Critias l'Ancien, et ce dernier à son petit-fils Critias le Jeune, un participant direct au dialogue. Dans les dialogues, Platon narre cette légende à travers la voix du philosophe Critias, un proche de lui-même. Cela produit une illusion de véracité historique et confère au récit une crédibilité spéciale, entraînant de nombreux lecteurs à considérer l'histoire de l'Atlantide comme un événement réel survenu dans un lointain passé. Que révèle donc Platon au sujet de l'Atlantide? Tout d'abord, il en propose une description géographique détaillée de l'île, servant ainsi de point de départ pour les recherches et les théories sur son emplacement. Platon affirme que l'Atlantide se situait au-delà des célèbres colonnes d'Hercule. Cet endroit était perçu par les anciens Grecs comme la limite du monde connu, représentant le détroit entre l'Europe et l'Afrique, que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Une telle description pointait sans ambiguïté vers l'océan Atlantique, que les Grecs considéraient comme un vaste espace mystérieux, inexploré et rempli de secrets. Platon dépeint l'île d'Atlantide comme une immense étendue de terre, largement plus vaste que toute région connue à l'époque par les Grecs. D'après les descriptions, l'île était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, des termes utilisés par les anciens Grecs pour désigner les régions de l'Afrique et de l'Asie qu'ils connaissaient. Au centre de cette immense île se dressait une capitale majestueuse, aménagée de manière très originale. La ville se composait de plusieurs anneaux concentriques de terre et d'eau, reliés entre eux par des ponts et des canaux. Cette structure singulière offrait à la ville à la fois une protection parfaite et une beauté éblouissante. Les Atlantes ont accompli d'importantes avancées en ingénierie, en architecture et en urbanisme. Leur capitale était un modèle d'infrastructure urbaine bien pensée. La ville était traversée par un réseau ramifié de canaux, servant de système de transport fondamental. Ces canaux reliaient les zones périphériques au centre-ville, favorisant ainsi la prospérité commerciale et facilitant les déplacements des habitants. De plus, les Atlantes ont aménagé des ports pratiques et des docks idéalement situés pour permettre aux navires marchands d'accéder directement au cœur de la ville. Cela rendait le commerce particulièrement efficace et renforçait l'influence économique de l'Atlantide. Les Atlantes étaient des constructeurs navals et des marins compétents, ce qui leur permettait de commercer avec des pays éloignés et d'établir des liens avec d'autres civilisations. Un rôle central dans l'architecture de l'Atlantide était joué par le temple de Poséidon, situé sur l'île centrale de la capitale. Selon Platon, ce temple était une construction majestueuse, dont les murs étaient ornés d'or et d'argent. À l'intérieur se trouvait une statue impressionnante, en or de Poséidon, sur un char tiré par des chevaux ailés. Ce temple représentait non seulement le cœur de la vie religieuse, mais également un symbole du développement culturel et technique des Atlantes. De plus, les Atlantes ont mis en place un système sophistiqué d'approvisionnement en eau et d'égouts, tirant parti de sources chaudes et froides pour alimenter les bains publics et les fontaines. Cela assurait un niveau élevé d'hygiène et de confort de vie au sein de la ville. Une composante essentielle de l'infrastructure de la capitale consistait en de puissantes fortifications, de murs et de tours édifiés avec un grand savoir-faire technique, protégeant efficacement la ville des menaces extérieures, tout en mettant en avant sa grandeur et sa puissance. Cependant, selon Platon, l'Atlantide n'était pas parfaite. Au fil du temps,
Les Atlantes ont perdu leur sens moral et sont devenus excessivement orgueilleux, avares et cruels. Ayant oublié les valeurs qui les avaient rendus grands, ils ont commencé à revendiquer un pouvoir absolu sur d'autres peuples, ce qui leur a valu une punition. À la fin de cette histoire, les dieux ont choisi de châtier l'Atlantide pour son arrogance, en lui infligeant une terrible catastrophe naturelle. À cause de puissants tremblements de terre et d'inondations, l'île a littéralement disparu sous les eaux en l'espace d'une journée et s'est évaporée à jamais de la surface de la Terre, ne laissant derrière elle qu'une légende et un mystère pour les générations futures. L'histoire de l'Atlantide, telle que décrite par Platon, est si riche et convaincante que depuis des milliers d'années, beaucoup en font un véritable témoignage historique. Cependant, même dans l'Antiquité, certains auteurs remettaient en question l'authenticité de cette histoire, se demandant si l'Atlantide avait réellement existé ou si elle n'était qu'une allégorie philosophique créée par Platon pour illustrer des idées sur la morale humaine, l'orgueil et le châtiment qui suit inévitablement l'arrogance. Les chercheurs modernes débattent également activement de la véracité des sources de Platon. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que Platon a pu s'inspirer de divers mythes anciens et traditions orales. Cependant, il n'existe pas de preuves historiques concrètes qui confirment l'authenticité de son récit. Certains chercheurs pensent que l'histoire de l'Atlantide a été inventée par Platon lui-même, afin de transmettre ses idées philosophiques et ses leçons morales. D'autres admettent qu'il a pu effectivement entendre une histoire similaire en Égypte, bien qu'aucune confirmation tangible n'ait encore été trouvée à cet égard. Ainsi, les attitudes des chercheurs envers les sources platoniciennes restent prudentes et critiques, soulignant que l'histoire de l'Atlantide demeure avant tout un récit fascinant et mystérieux de l'ancien philosophe. Bien que Platon soit le principal et pratiquement le seul auteur grec ancien à avoir décrit l'Atlantide en détail, l'attitude des anciens Grecs envers ce récit était ambivalente. Déjà ses contemporains et ses disciples les plus proches débattaient de la question de savoir si cette histoire pouvait être considérée comme authentique ou si elle n'était qu'un mythe philosophique. Par exemple, l'élève de Platon, le célèbre philosophe Aristote, abordait le récit de son maître avec un certain scepticisme. Il voyait l'Atlantide uniquement comme une parabole créée par Platon pour illustrer ses idées philosophiques et morales. Selon Aristote, l'histoire de l'Atlantide n'avait pas de fondement historique réel et n'était qu'une allégorie sur l'orgueil humain. Le célèbre géographe grec Strabon exprimait également des doutes concernant l'authenticité de l'Atlantide. Dans ses écrits, il évoque brièvement le récit de Platon, notant que la description de l'île semble davantage relever du symbolisme que d'un fait historique concret. Plutarque, un autre auteur grec ancien renommé, a également mentionné l'Atlantide, mais il la considérait également comme un récit allégorique, plutôt porteur d'un sens moral que historique. Mais non seulement la tradition grecque ancienne, mais aussi la tradition égyptienne joue un rôle prépondérant dans l'origine de la légende de l'Atlantide. Platon précisait que c'est auprès de prêtres égyptiens que Solon avait entendu cette histoire. Les prêtres de la ville de Saïs affirmaient conserver des récits sur l'Atlantide depuis des milliers d'années. Ils faisaient remarquer que les Grecs avaient oublié leur histoire ancestrale en raison des destructions et des catastrophes répétées, tandis qu'en Égypte, la tradition avait été perpétuellement préservée à travers les âges. Le temple de la déesse Neith, à Saïs,
où Solon a appris l'histoire de l'Atlantide, était reconnu comme un important centre de savoir et un dépôt de textes anciens. La culture égyptienne était renommée pour son système unique d'enregistrement des événements historiques et mythologiques, soigneusement transmis de génération en génération. Les prêtres égyptiens pouvaient effectivement détenir des informations sur des événements anciens, basées sur d'anciennes inscriptions sur papyrus et sur les murs des temples, où étaient consignées diverses catastrophes naturelles, guerres et événements marquants. Dans les textes historiques et religieux égyptiens, on trouve régulièrement des références à de grandes inondations, à des tremblements de terre et à d'autres calamités naturelles qui pourraient avoir inspiré le récit de la destruction catastrophique de l'Atlantide. Il est possible que les prêtres égyptiens aient fait usage de tels récits anciens lors de leur échange avec Solon, mettant en évidence l'importance de se souvenir des catastrophes pour rappeler les dangers de l'arrogance et du mépris envers les dieux. Le rôle même de Solon dans cette histoire revêt également une grande signification. Le législateur athénien a bel et bien visité l'Égypte pour étudier les lois, la sagesse et les savoirs historiques de cette civilisation antique. De nombreuses sources anciennes attestent que Solon était reconnu pour sa quête de connaissances issues des expériences d'autres civilisations, dans le but de les appliquer pour améliorer la vie à Athènes. C'est pourquoi son appel aux prêtres égyptiens pour obtenir des connaissances anciennes apparaît historiquement cohérent et raisonnable. Ainsi, bien qu'aucune source écrite égyptienne évoquant l'Atlantide ne nous soit parvenue, l'idée même d'une origine égyptienne pour ce récit est tout à fait crédible d'un point de vue historique. De plus, la légende de l'Atlantide n'a pas été uniquement associée à l'Égypte et à la Grèce. Le lien entre l'Atlantide et les anciennes civilisations d'Amérique a commencé à susciter de l'intérêt immédiatement après la découverte du Nouveau Monde par les Européens à la fin du XVe siècle. Les premiers conquistadors et voyageurs espagnols ont été impressionnés par leur rencontre avec des cultures auparavant inconnues, comme celle des Mayas, des Aztèques et plus tard des Incas. Ces peuples avaient atteint un tel niveau de développement que les Européens se sont rapidement demandé si les habitants de ces terres mystérieuses pouvaient être les descendants d'une ancienne civilisation jusqu'alors méconnue, peut-être même celle de l'Atlantide dont parlait Platon. L'un des premiers à s'interroger sérieusement sur le lien potentiel entre l'Atlantide et les cultures de l'Amérique centrale fut le moine et chroniqueur espagnol Bartolomé de las Casas. En contemplant les majestueuses villes des Mayas et des Aztèques, leurs impressionnantes pyramides, leur système d'écriture complexe, leur calendrier précis et leurs profondes connaissances en astronomie, il a estimé que de telles réalisations avancées ne pouvaient pas être le simple produit du hasard. De las Casas et d'autres chroniqueurs espagnols de son époque notèrent que le niveau culturel des peuples d'Amérique ne correspondait nullement à leur conception de sauvage et était comparable aux plus grandes civilisations du monde ancien. Ils ont donc commencé à explorer des explications pour ces accomplissements remarquables dans les légendes évoquant d'anciens États disparus. L'association entre les structures pyramidales des anciennes civilisations américaines et les pyramides d'Égypte s'est particulièrement implantée dans l'imaginaire des Européens. Bien que ces constructions diffèrent considérablement par leur fonction et leur structure interne, l'idée même de la pyramide, en tant que représentation architecturale de la monumentalité, a rapidement conduit les chercheurs à envisager d'éventuels contacts entre les anciens peuples par-delà l'océan Atlantique. Ils supposaient que les habitants de l'Atlantide avaient pu être les premiers
à transmettre ses idées et principes architecturaux à travers l'océan, établissant ainsi des civilisations sur le continent américain. Les similitudes mythologiques ont également suscité un grand intérêt. L'un des exemples les plus frappants de ces parallèles est la légende du dieu aztèque Quetzalcoatl et des figures analogues dans la mythologie des autres peuples d'Amérique centrale et du Sud. Quetzalcoatl, ou le serpent à plumes, était l'une des principales divinités des peuples mésoaméricains, à qui l'on reconnaissait l'apport de connaissances, d'écriture, de calendrier, d'artisanat, d'agriculture et de loi. Après la conquête espagnole, les chroniqueurs ont commencé à le décrire comme un dieu à la peau claire et barbu, venu de l'autre côté de la mer, bien que de telles descriptions ne figurent pas dans les sources précolombiennes. Selon certaines légendes des Aztèques et des Mayas, Quetzalcoatl, après avoir accompli sa mission, a quitté son peuple en promettant de revenir un jour. C'est précisément ces descriptions tardives espagnoles d'une divinité prétendument à la peau claire et barbue, arrivée par l'océan, qui ont conduit les chercheurs et les auteurs à envisager un éventuel lien entre les anciennes civilisations américaines et la légendaire Atlantide. Cette image de héros culturel est devenue particulièrement séduisante pour les Européens, car elle contrastait vivement avec les représentations classiques des dieux mésoaméricains. En plus des Aztèques et des Mayas, des légendes similaires se retrouvent aussi chez les Incas. Par exemple, les Incas racontaient l'histoire de leurs ancêtres venus de l'autre côté de l'océan et qui avaient fondé les premières colonies, devenues par la suite un puissant empire. Ces récits, sur une lointaine patrie et la migration à travers de vastes étendues d'eau, ont trouvé un écho auprès des Européens familiers, avec le récit de Platon sur la destruction de l'Atlantide. De plus, les mythes des peuples d'Amérique centrale et du Sud mentionnent fréquemment une grande calamité, une catastrophe à grande échelle, qui dans l'Antiquité a entraîné les gens à quitter leur terre natale à la recherche de nouvelles terres. Ces mythes sur des inondations et des catastrophes, semblables aux légendes d'autres anciens peuples du monde, ont ravivé l'intérêt pour l'Atlantide en tant que possible fondement pour de telles histoires. Cependant, en dépit de tous ces parallèles et similitudes fascinantes, les historiens et archéologues modernes abordent de telles hypothèses avec une grande prudence. Selon leur perspective, ces coïncidences peuvent être attribuées à des conditions de vie semblables entre différents peuples, à l'émergence de solutions architecturales et d'organisations sociales analogues, ainsi qu'à l'universalité des mythes et des archétypes propres à l'humanité dans son ensemble. Les données scientifiques, en particulier les résultats des fouilles archéologiques et des études génétiques, montrent que les civilisations mayas, aztèques et incas se sont développées de manière totalement indépendante et n'ont pas eu de contact direct avec les peuples du Vieux Monde jusqu'à la découverte de l'Amérique par les Européens à la fin du XVe siècle. Bien que les relations entre l'Atlantide et les anciennes civilisations d'Amérique n'aient pas été reconnues par la communauté scientifique, l'intérêt pour cette île mystérieuse n'a pas disparu et a continué à captiver l'imagination des chercheurs et des explorateurs au fil des siècles. Cela s'est particulièrement manifesté au cours de la période médiévale et de la Renaissance, lorsque la légende de l'Atlantide a recommencé à se retrouver sur les cartes et dans les écrits d'auteurs européens. Les cartographes et voyageurs médiévaux ne se contentèrent pas de représenter uniquement les terres et territoires connus sur leurs cartes. Souvent, des îles mystérieuses, non confirmées par des observations concrètes, figuraient aussi sur les cartes médiévales, reflétant d'anciennes légendes et mythes. L'une de ces îles mystiques
était Antillia, qui apparaissait régulièrement sur les cartes des XVe et XVIe siècles et suscitait diverses spéculations sur son origine. Antillia était représentée au milieu de l'océan Atlantique, et certains chercheurs de la Renaissance l'ont ensuite associé à l'Atlantide de Platon, estimant qu'il pourrait s'agir de la même île mystérieuse, perdue dans le temps. Une autre île énigmatique qui captivait les cartographes était l'île Brésil, ou Brasil. Cette île mystérieuse, figurant sur les cartes de la côte ouest de l'Irlande, était considérée comme inaccessible et mystique, disparaissant parfois dans le brouillard et réapparaissant à certaines années. Bien qu'aujourd'hui cette île soit considérée comme purement mythique, au Moyen Âge et à la Renaissance, nombreux étaient ceux qui croyaient fermement en son existence, et certains chercheurs l'associaient également à la légendaire Atlantide. Un intérêt particulier est suscité par la carte de l'amiral turc Piri Reis, réalisée en 1513. Cette carte se distingue par une représentation étonnamment précise de la côte est de l'Amérique du Sud, notamment de sa partie brésilienne, ce qui continue d'émerveiller les chercheurs, compte tenu des connaissances géographiques limitées de l'époque. Le propre Piri Reis, dans ses écrits, indiquait avoir utilisé environ 20 sources différentes, y compris des cartes anciennes qu'il attribuait à Alexandre le Grand, ainsi qu'une carte aujourd'hui disparue de Christophe Colomb. C'est précisément ce mystère, entourant ces sources, qui a suscité de nombreuses hypothèses et spéculations. Certains chercheurs, comme le professeur américain Charles Hapgood et l'écrivain britannique Graham Hancock, ont avancé que la carte de Piri Reis pourrait être fondée sur des sources beaucoup plus anciennes, peut-être préhistoriques, liées à une civilisation hypothétique qu'ils associaient à la légendaire Atlantide. En particulier, ils soutenaient que la carte pouvait représenter une Antarctique sans couverture de glace, bien que les recherches modernes considèrent cette représentation comme une image déformée de l'Amérique du Sud. Le point de vue scientifique officiel est que la carte de Piri Reis est une compilation unique des sources cartographiques et des connaissances disponibles à l'époque. Malgré les inexactitudes et les éléments mythiques qu'elle contient, la carte constitue un artefact historique majeur, illustrant le niveau des connaissances géographiques du début du XVe siècle et le désir des gens d'explorer et de comprendre des terres inconnues. L'époque de la Renaissance a été marquée par une réévaluation active et une étude de l'héritage de la culture antique. Après une longue période d'oubli et de perte de nombreuses sources anciennes, les humanistes des XVe et XVIe siècles ont commencé à étudier et à traduire avec un vif intérêt les écrits des anciens Grecs et Romains. Parmi ces sources, les dialogues de Platon ont retrouvé une certaine renommée. Les érudits de la Renaissance percevaient dans ces textes des témoignages historiques potentiels, ce qui donnait au récit de la civilisation engloutie un attrait et une gravité particulières. L'intérêt pour l'Atlantide s'est également accru en raison des grandes découvertes géographiques. La découverte du Nouveau Monde et la rencontre avec des civilisations auparavant inconnues ont poussé les intellectuels européens à réfléchir sur l'origine de ces peuples étonnamment avancés. C'est précisément à cette époque que de nombreux chercheurs ont sérieusement envisagé l'hypothèse selon laquelle les civilisations américaines pourraient être liées à la légendaire Atlantide de Platon, en cherchant à expliquer les similitudes d'architecture, de religion et de systèmes sociaux entre les populations du Vieux et du Nouveau Monde. Les chercheurs ont commencé à se tourner vers les textes anciens, espérant y trouver des réponses aux énigmes soulevées par les découvertes géographiques. Au-delà de l'intérêt purement scientifique,
Les humanistes de la Renaissance considéraient l'Atlantide comme une représentation symbolique de l'âge d'or perdu. Elle s'inscrivait parfaitement dans leur quête de renaissance de la sagesse et de la perfection antique, agissant comme un symbole de la grandeur humaine perdue à laquelle il fallait aspirer au XVe et XVIe siècle, avec la formation de la science moderne en Europe et l'émergence d'une nouvelle approche rationnelle de la connaissance du monde. L'Atlantide n'était pas simplement oubliée, mais avait également acquis un nouveau statut. Si auparavant l'Atlantide s'était perçue principalement comme un mythe ou une allégorie philosophique, elle a commencé à être abordée sous un angle plus scientifique. Les chercheurs de l'époque se sont sérieusement interrogés sur la possibilité que l'Atlantide ait réellement existé, et si tel était le cas, où elle se situait exactement, et quels événements réels avaient pu inspirer le récit de Platon. L'un des premiers savants à tenter d'expliquer rationnellement l'origine de la légende de l'Atlantide fut le chercheur suédois Olaf Rudbeck. Dans son vaste ouvrage Atlantica, publié à la fin du XVIIe siècle, Rudbeck soutenait que le mythe de l'île engloutie reposait sur des événements historiques réels survenus en Europe du Nord. Il a émis l'hypothèse que l'ancienne Atlantide de Platon représentait en réalité la Suède préhistorique, où une grande civilisation aurait prospéré dans l'Antiquité, avant d'être détruite par un cataclysme naturel. Bien que la science moderne ne valide pas l'hypothèse de Rudbeck, sa démarche de compréhension scientifique du mythe a constitué une étape significative, montrant pour la première fois comment les chercheurs pouvaient analyser les légendes anciennes en se basant sur des données archéologiques et historiques. Au XVIIIe siècle, l'intérêt pour l'Atlantide est devenu encore plus prononcé, notamment parmi les figures de l'époque des Lumières, qui cherchaient à réévaluer de manière critique la tradition ancienne sous un angle rationaliste. Le célèbre scientifique et écrivain français Jean-Sylvain Bailly, ainsi que le naturaliste et philosophe britannique Lord Monboddo, ont avancé leurs propres hypothèses scientifiques concernant l'existence de l'Atlantide. Bailly pensait que la légende de l'Atlantide reflétait la mémoire collective de l'humanité d'une ancienne civilisation ayant prospéré dans la région du pôle Nord, avant un changement climatique majeur. Selon lui, cette ancienne civilisation aurait diffusé ses connaissances et sa culture à travers le monde, après avoir été contrainte de fuir ses terres en raison de la dégradation des conditions climatiques. Lord Monboddo, s'inscrivant dans les idéaux rationalistes des Lumières, voyait l'Atlantide comme une métaphore d'une civilisation ancienne et puissante, dont les cultures les plus avancées du monde antique, telles que l'Égypte et la Grèce, pourraient être issues. Il ne cherchait pas à situer l'Atlantide à un endroit précis sur la carte, mais pensait que les dialogues de Platon pouvaient évoquer une patrie commune perdue de l'humanité, dont les souvenirs étaient conservés dans les mythes et légendes des différents peuples. Le XVe siècle a également marqué le début de recherches archéologiques systématiques, bien que celles-ci n'atteignent pas encore l'ampleur ni la précision scientifique caractéristique des époques ultérieures. L'intérêt pour l'Atlantide était renforcé par les premières preuves tangibles de l'existence de civilisations anciennes, disparues à la suite d'événements catastrophiques. Par exemple, les fouilles de Pompéi et d'Herculanum, en Italie, ont révélé à quel point des villes entières et des civilisations pouvaient disparaître rapidement et de manière dramatique. Ces découvertes ont soutenu l'idée selon laquelle la légende de l'Atlantide pourrait reposer sur une base historique réelle et refléter des véritables catastrophes naturelles survenues dans l'Antiquité. Une caractéristique fascinante de l'époque des Lumières
était l'approche de l'Atlantide, comme une énigme à déchiffrer uniquement par des méthodes rationnelles, en s'appuyant sur des données historiques et sur la logique. Les philosophes des Lumières rejetèrent les explications mystiques ou surnaturelles, cherchant à présenter l'Atlantide non pas comme un mythe, mais comme un souvenir historique susceptible d'enrichir notre compréhension de l'histoire ancienne de l'humanité et des origines des traditions culturelles des différents peuples. Le XIXe siècle a vu une montée particulièrement marquée de l'intérêt pour l'Atlantide. C'est à cette époque que de nombreuses hypothèses, souvent très originales et même fantastiques, ont émergé, tentant non seulement de prouver la réalité de l'existence de l'île, mais également d'expliquer son rôle dans l'histoire ancienne de l'humanité. L'Atlantide est devenue un sujet de passion populaire, suscitant de vives discussions, tant scientifiques que pseudo-scientifiques, et engendrant à la fois des recherches sérieuses et de nombreuses théories spéculatives. Une figure clé qui a réussi à replacer l'Atlantide au cœur de l'attention du grand public est l'homme politique américain, écrivain et historien amateur Ignatius Donnelly. En 1882, il a publié son célèbre livre intitulé Atlantis, The Antediluvian World, qui est rapidement devenu un best-seller international. Donnelly ne se contentait pas d'affirmer l'existence de l'Atlantide. Il la dépeignait comme un continent immense et hautement développé, peuplé d'une civilisation puissante, à l'origine de toutes les cultures anciennes des mondes vieux et nouveaux. L'une des hypothèses les plus étonnantes et audacieuses de Donnelly était l'idée que les Atlantes faisaient partie d'une race spécifique de géants. Il faisait référence à des mythes et légendes anciens, provenant de divers peuples, dans lesquels des géants et des titans peuplèrent la Terre, à une époque lointaine. Selon Donnelly, ces récits pouvaient préserver la mémoire de véritables hommes géants, représentants d'une civilisation atlantique disparue. Dans son livre, il avançait de nombreux témoignages de découvertes d'ossements et de restes gigantesques, bien que les archéologues et anthropologues contemporains considèrent ces preuves comme non vérifiées et sujettes à mythologie. Donnelly regroupait les habitants de l'Atlantide en deux grandes races. La première race, selon lui, était constituée de géants grands, à la peau claire, se distinguant par des caractéristiques physiques remarquables et un savoir immense. La seconde race, quant à elle, était de taille plus petite et avait la peau foncée. Donnelly croyait d'ailleurs que c'était cette dernière qui avait donné naissance aux peuples qui ont peuplé par la suite l'Amérique et l'Afrique. Ces notions lui permettaient d'expliquer non seulement l'origine des civilisations anciennes, mais également les structures mystérieuses découvertes aux quatre coins du monde. Donnelly prêtait une attention particulière à la ressemblance entre les monuments architecturaux d'Amérique et ceux du Vieux Monde, en particulier les pyramides d'Égypte, du Mexique et du Pérou. Il soutenait qu'une coïncidence aussi frappante de forme et de technologie ne pouvait provenir que d'une source commune unique. Cette source, selon lui, était l'Atlantide. Donnelly était persuadé qu'après la catastrophe, ayant anéanti l'île, les Atlantes survivants s'étaient établis sur les continents de part et d'autre de l'océan Atlantique, diffusant ainsi leurs connaissances et technologies. Il attirait également l'attention sur les parallèles mythologiques dans les récits du déluge universel que l'on retrouve dans pratiquement toutes les cultures anciennes. Donnelly voyait le reflet d'une véritable catastrophe ayant anéanti l'Atlantide. Il soutenait que le déluge décrit par Platon avait pu se transmettre dans la mémoire collective de l'humanité comme un ancien récit partagé, bien que les hypothèses de Donnelly aient rencontré un large écho dans la société
et mobilisé de nombreux partisans parmi les passionnés d'énigmes. Les scientifiques sérieux demeuraient profondément sceptiques vis-à-vis de ces idées. Les archéologues et anthropologues le critiquaient pour son manque de preuves rigoureuses, pour ses comparaisons arbitraires et superficielles entre les différentes cultures, ainsi que pour son ignorance des différences notables qui les séparaient. Néanmoins, son travail a eu un impact considérable sur l'imaginaire collectif et a ouvert la voie à une branche d'études sur l'Atlantide, qui demeure populaire encore aujourd'hui. En plus de la théorie de Donnelly, le XXe siècle a également été marqué par une prolifération d'hypothèses, associant l'Atlantide à d'anciennes cultures mystérieuses d'Afrique. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux anciennes peintures rupestres et aux structures en pierre mystérieuses. Dans les régions désertiques de l'Afrique du Nord, des théories ont vu le jour, suggérant qu'une civilisation hautement développée aurait pu exister sur ce territoire avant la transformation du Sahara en désert, possiblement liée à la mythique Atlantide. De telles hypothèses reposaient sur d'anciennes légendes et mythes des peuples d'Afrique concernant des villes perdues, ensevelies sous les sables ou submergées par des eaux d'immenses lacs et rivières qui couvraient autrefois de vastes zones du continent africain moderne. La multitude de théories pseudo-scientifiques et mystiques entourant l'Atlantide au XXe siècle a été considérablement approfondie par la prophétie du célèbre voyant américain Edgar Cayce, surnommé par ses contemporains le prophète endormi. Ses prédictions surprenantes, réalisées dans un état de transe profonde, ont non seulement impulsé un nouvel élan de popularité à la légende, mais ont également encouragé des passionnés à partir à la recherche de l'île perdue dans les lieux les plus inattendus à travers le monde. Edgar Cayce affirmait que l'Atlantide avait bel et bien existé et qu'elle était la plus grande civilisation de l'Antiquité, munie de connaissances et de technologies extraordinaires, y compris celles qui dépassent les accomplissements de la science moderne. Selon lui, la civilisation des Atlantes a été anéantie à la suite d'une catastrophe mondiale survenue il y a environ 10 000 ans. Cependant, Cayce allait bien plus loin que la plupart des auteurs, décrivant en détail non seulement l'emplacement de la disparition de l'Atlantide, mais prédisant également sa redécouverte dans le futur. L'un des aspects les plus fascinants des prophéties de Cayce était sa conviction que l'Atlantide émergerait à la surface de l'océan, près des côtes de l'Amérique du Nord, plus précisément à proximité des îles Bimini. Il affirmait qu'à proximité de Bimini, l'une des îles, des vestiges d'anciennes structures seraient découverts, prouvant définitivement l'existence de l'Atlantide. Cayce avançait même que la découverte de ces restes aurait lieu à la fin du XXe siècle. Ces prophéties ont suscité de nombreuses expéditions archéologiques et initiatives d'amateurs, surtout après qu'une mystérieuse structure en pierre, connue sous le nom de route de Bimini, a réellement été trouvée au large des côtes de l'île. Cet objet insolite se composait de grandes dalles de pierre, soigneusement alignées sur le fond marin, et est rapidement devenu au centre d'intenses controverses. Les partisans de Cayce étaient persuadés qu'il s'agissait précisément de l'objet mentionné par le prophète, à savoir les vestiges d'une ancienne civilisation atlante. Les scientifiques, en revanche, ont approché la découverte avec beaucoup plus de prudence. Les géologues, après avoir effectué des recherches, ont avancé que la route de Bimini pourrait être une formation naturelle, résultant des effets des marées, des courants et de l'érosion du fond marin. Malgré l'enthousiasme des admirateurs de Cayce, des recherches scientifiques rigoureuses ne validaient pas l'origine artificielle de ces structures. La majorité des scientifiques
considèrent cependant les prophéties de Cayce comme dénuées de fondement et irrationnelles. Toutefois, la route de Bimini n'était pas la seule énigme archéologique à susciter des associations avec l'Atlantide. Au milieu du XXe siècle, les archéologues et chercheurs ont commencé à explorer activement d'autres cultures anciennes à la recherche de preuves, ou, du moins, d'indices indirects de l'existence de l'Atlantide. Une attention particulière a été accordée à l'île de Crète, où, au début du XXe siècle, l'archéologue britannique Arthur Evans a découvert la civilisation minoenne. Bien qu'Evans n'ait pas établi de lien direct entre les Minoens et l'Atlantide, de nombreux auteurs ont perçu dans cette culture mystérieuse et avancée un candidat potentiel pour le rôle des Atlantes ou de leurs descendants. Les Minoens étaient des navigateurs talentueux, construisaient de splendides palais dotés d'un système sophistiqué d'égouts et d'approvisionnement en eau et possédèrent une écriture élaborée qui n'a pas encore été entièrement déchiffrée. Ces réalisations fascinaient les chercheurs et semblèrent correspondre aux descriptions de la civilisation atlante. Un autre site important des expéditions archéologiques, influencé par la légende de l'Atlantide, était les îles Açores. Certains chercheurs pensaient que ces îles, situées au cœur de l'océan Atlantique, pourraient être les vestiges d'un immense continent englouti sous les eaux. Bien que des recherches systématiques n'aient pas révélé ici de ruines anciennes ou de preuves indiscutables d'une civilisation engloutie, des passionnés poursuivent leurs explorations sur le fond marin à la recherche de traces de constructions anciennes et d'édifices artificiels. La popularité des prophéties d'Edgar Cayce et la découverte de la route de Bimini ont contribué à propulser le mythe de l'Atlantide bien au-delà du domaine de la science académique au XXe siècle, devenant une composante essentielle de la culture populaire, des enseignements ésotériques et des mouvements mystiques. Malgré le charme et l'attrait de ces hypothèses, la plupart des scientifiques professionnels considèrent les idées de Cayce et des théories similaires comme des pseudosciences fondées sur des fantasmes dépourvus de preuves solides. Néanmoins, de nombreuses expéditions archéologiques et découvertes faites au XXe siècle ont démontré que l'histoire ancienne de l'humanité recèle encore de nombreuses énigmes et que l'intérêt pour la légende de l'Atlantide reste constamment élevé, mêlant science, mythologie et mystique. Au XXe siècle, des théories scientifiques crédibles ont également commencé à émerger, visant à établir une véritable base historique à la légende de Platon. Parmi les nombreuses hypothèses scientifiques, la plus convaincante et reconnue par les chercheurs est celle qui établit un lien entre la légendaire Atlantide et la civilisation minoenne évoquée précédemment, ainsi qu'avec l'éruption volcanique catastrophique sur l'île de Santorin, située en mer Égée. Cette théorie a été avancée pour la première fois au début du XXe siècle et s'est développée activement au fil des décennies suivantes grâce aux découvertes archéologiques et aux recherches des géologues. L'argument principal des partisans de cette version repose sur l'éruption massive du volcan Terra, survenue vers le milieu du deuxième millénaire avant notre ère, soit environ 5 siècles avant la naissance de Platon. Cet événement est considéré comme l'un des plus grands cataclysmes volcaniques de l'histoire de l'humanité. L'éruption de Santorin a été si massive qu'elle a littéralement transformé la géographie de la région égéenne. La partie centrale de l'île a été détruite, laissant place à une immense caldeira remplie d'eau de mer. Le tsunami qui a suivi cette éruption a atteint plusieurs dizaines de mètres de hauteur, submergeant les côtes des îles voisines et de la Grèce continentale, y compris la côte de Crète. C'est la Crète, berceau de la civilisation minoenne,
qui a le plus souffert de cette catastrophe. À cette époque, les Minoens faisaient partie des cultures les plus avancées du bassin méditerranéen, affichant une architecture complexe, des palais à plusieurs étages, un système d'approvisionnement en eau et d'assainissement sophistiqué, ainsi qu'une écriture et un art développés. Les majestueux palais de Knossos, Phaistos et Malia, bien connus des archéologues, témoignent du niveau élevé de développement de la société minoenne. La catastrophe naturelle, à grande échelle, provoquée par l'éruption du volcan de Santorin, a pu avoir un impact considérable sur le destin de la civilisation minoenne, selon les chercheurs. Le colossal tsunami, engendré par l'explosion, a détruit les établissements côtiers et les ports de Crète, perturbant les échanges commerciaux maritimes et affaiblissant significativement la position économique et politique des Minoens dans la région. Bien que la civilisation ne se soit pas éteinte immédiatement, cette catastrophe a constitué un coup sévère, après lequel la société minoenne a progressivement décliné et, finalement, a été absorbée par d'autres peuples, notamment les Grecs mycéniens. Les scientifiques estiment que la mémoire de cette gigantesque catastrophe naturelle a pu se préserver dans la conscience collective des peuples méditerranéens sous la forme de légendes et de mythes concernant une île ou une civilisation engloutie. Par la suite, à travers les siècles, ces récits ont pu être interprétés et retravaillés par les anciens Égyptiens, puis transmis à des sages grecs tels que Solon, et enfin exposés par Platon sous la forme d'une histoire sur la destruction de la puissante Atlantide. Une preuve clé de cette théorie se trouve dans les nombreuses découvertes archéologiques effectuées à Santorin au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Là, sous les couches de cendres volcaniques, ont été mis au jour les vestiges d'une ville nommée Akrotiri, souvent désignée comme les Pompées minoennes. Les fouilles ont révélé que la ville était un centre commercial et culturel prospère, remarquablement bien préservé, car ses habitants avaient pu l'évacuer avant la catastrophe, probablement alertés par des tremblements de terre préliminaires. Malgré les solides preuves établissant le lien entre la civilisation minoenne et le volcan de Santorin avec l'histoire de l'Atlantide, cette hypothèse suscite des critiques. Certains chercheurs soulignent que Platon décrivait l'Atlantide comme une immense île située au milieu de l'océan Atlantique et non en mer Méditerranée. De plus, sa description diffère sur plusieurs détails importants de celle de Santorin et des Minoens. De plus, les dates de l'éruption divergent considérablement de celles mentionnées par Platon, qui faisait état de la destruction de l'Atlantide 9000 ans avant son époque. Une autre hypothèse sérieuse et scientifiquement fondée, cherchant à expliquer l'origine de la légende de l'Atlantide est la théorie liée à la mer Noire et au célèbre mythe du déluge. Proposée à la fin du XXe siècle, cette hypothèse a suscité un vif intérêt parmi les chercheurs, car elle s'appuyait sur de réelles études géologiques et des faits archéologiques validés. En 1997, les géologues américains William Ryan et Walter Pittman ont avancé une théorie révolutionnaire, laquelle a ensuite été approfondie dans leur livre « Le déluge », nouvelle découverte sur les événements qui ont changé l'histoire. Selon leur hypothèse, il y a environ 7500 ans, une inondation catastrophique s'est produite dans la région où se trouve aujourd'hui la mer Noire. À cette époque, c'était un lac d'eau douce beaucoup plus petit, entouré de terres fertiles, où prospéraient d'anciennes cultures agricoles. À la suite de l'élévation globale du niveau des océans, après la fin de la dernière période glaciaire, l'eau de la mer Méditerranée a franchi un isthme naturel situé à l'emplacement de l'actuel détroit du Bosphore. En un temps très court,
d'énormes volumes d'eau salée se sont engouffrés dans la dépression d'eau douce. Le niveau de l'eau a commencé à augmenter rapidement, submergeant d'énormes vallées fertiles. Cette inondation a engendré une véritable catastrophe écologique et humanitaire pour les nombreuses colonies installées dans cette région. On estime que le niveau de l'eau dans la mer Noire a pu s'élever de 150 mètres en relativement peu de temps, contraignant des milliers de personnes à abandonner définitivement leur foyer. Ryan et Pittman ont proposé que cet événement représentait le prototype historique de nombreux anciens mythes sur le déluge, présents dans différentes cultures de la Méditerranée et du Moyen-Orient. L'épopée babylonienne de Gilgamesh, l'histoire biblique du déluge, les mythes des anciens Grecs et plusieurs autres traditions pourraient avoir conservé un lointain souvenir de cette catastrophe lorsque cette immense mer intérieure a littéralement détruit une prospère colonie d'anciens habitants. Toutefois, quel lien y a-t-il entre cet événement et l'Atlantide? Certains chercheurs ont avancé que les sources grecques et égyptiennes anciennes, utilisées par Platon pour élaborer son récit sur l'Atlantide, pourraient avoir une origine commune liée à ce cataclysme de la mer Noire. Il est envisageable que la mémoire de cette tragédie ait été transmise de génération en génération via des traditions orales, se transformant au fil du temps et acquérant de nouveaux détails. Platon, ayant entendu cette histoire déjà sous une forme altérée, a pu lui donner une toute autre ampleur et situer l'Atlantide dans l'éloigné océan Atlantique. En faveur de cette hypothèse, il convient de souligner que le territoire autour de l'ancienne mer Noire abritait des cultures agricoles hautement développées, qui à cette époque surpassaient de nombreux autres peuples de la région en termes de niveau de développement. Les fouilles archéologiques sur le territoire de l'actuelle Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie confirment l'existence d'anciennes colonies qui ont effectivement disparu de façon soudaine et catastrophique. Bon nombre de ces colonies sont désormais découvertes par les archéologues au fond de la mer Noire moderne, à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Néanmoins, l'hypothèse de la mer Noire ne fait pas l'unanimité et suscite des critiques. Les détracteurs soulignent que les événements rapportés par Platon se réfèrent à des temps bien antérieurs à l'inondation de la mer Noire, qui a eu lieu il y a environ 7500 ans, alors que Platon évoquait une période de 9000 ans avant son époque. On note également que Platon a clairement précisé la localisation de l'Atlantide dans l'océan Atlantique, et non dans la région de la mer Noire. Malgré tout, la théorie de Ryan et Pittman demeure l'une des hypothèses d'origine de la légende de la civilisation engloutie les plus solides sur le plan scientifique et largement reconnue. Elle illustre de manière convaincante comment de véritables catastrophes naturelles pouvaient se transformer en récits mythologiques et épiques, préservés pendant des millénaires et inspirant les auteurs anciens. Une autre théorie fascinante et scientifiquement fondée, qui explique une potentielle base réelle de la légende de l'Atlantide, est l'hypothèse de la chute d'un astéroïde et du cataclysme global qui en a découlé. Cette théorie est apparue relativement récemment, mais elle a immédiatement suscité l'intérêt des chercheurs, car elle repose sur des arguments géologiques et archéologiques solides. L'idée selon laquelle la légende de la destruction de l'Atlantide pourrait être le reflet de souvenirs d'une chute catastrophique d'un corps céleste a été activement débattue à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Les partisans de cette hypothèse soutiennent que les anciens mythes concernant le grand déluge et l'Atlantide ont pu subsister dans la mémoire collective de l'humanité
à la suite de la collision de la Terre avec un grand objet cosmique survenu dans un lointain passé. L'une des théories les plus reconnues en ce sens est celle de l'Américain Bruce Massey, géologue et archéologue, ainsi que celle d'autres chercheurs qui établissent un lien entre la disparition de certaines anciennes cultures et ce que l'on appelle l'événement du Dryas récent. Cette période, il y a environ 12 900 ans, a été marquée par un brusque et soudain changement climatique sur Terre, avec un retour aux conditions glaciaires dans l'hémisphère nord et une baisse globale des températures. Pendant longtemps, la cause de ce changement climatique radical est restée un mystère pour les scientifiques. Toutefois, ces dernières décennies, une hypothèse a émergé suggérant que la chute d'un grand astéroïde ou d'une comète pourrait avoir été à l'origine de la catastrophe mondiale de cette époque. Cette hypothèse s'appuie sur de nombreuses études géologiques qui ont mis en évidence de fines couches de minéraux et de substances particulières, telles que l'iridium, des diamants microscopiques et d'autres éléments d'origine extraterrestre retrouvés dans des dépôts à travers le monde. Ces données suggèrent qu'une collision majeure avec un objet cosmique a entraîné des incendies de grande envergure, des tsunamis, des tremblements de terre et un refroidissement climatique abrupt dû à la poussière et à la suie propulsée dans l'atmosphère. Selon les partisans de cette théorie, une telle collision aurait pu conduire à l'anéantissement instantané de nombreuses colonies humaines et à une chute catastrophique de la population sur de vastes territoires. Ces événements, comme le pensent certains chercheurs, seraient à la source des mythes relatifs au grand déluge et ensuite de la légende de l'Atlantide. Les répercussions de l'impact auraient été si dramatiques et marquantes que la mémoire de ces événements aurait pu se transmettre de génération en génération, s'enrichissant progressivement de détails mythologiques et fantastiques. À l'appui de cette hypothèse, des preuves archéologiques mettent en évidence un déclin brusque et inexpliqué de certaines anciennes cultures, telles que la culture Clovis, en Amérique du Nord, et d'autres communautés de chasseurs du Paléolithique tardif. Des recherches ont montré que ces cultures, ayant atteint un stade de développement significatif, ont disparu soudainement et presque simultanément. Les scientifiques relient ce phénomène aux conséquences désastreuses d'une collision cosmique qui ont provoqué des changements radicaux dans l'environnement et une diminution des ressources vitales à la survie. De plus, les partisans de la théorie soulignent que la mémoire de telles catastrophes pourrait avoir influencé d'autres anciennes cultures à travers le monde. Par exemple, les mythes relatant une catastrophe mondiale, accompagnée de pluies de feu, de vagues gigantesques et d'un refroidissement prolongé, se retrouvent dans de nombreuses légendes des peuples autochtones d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Selon les chercheurs, la récurrence de ces récits suggère une source historique commune, liée aux événements du Dryas récent et à la catastrophe cosmique qui s'en est suivie. Malgré la solidité des arguments, l'hypothèse d'une collision cosmique entraîne également un certain scepticisme parmi les scientifiques. Certains chercheurs soulignent qu'aucune preuve directe de la chute d'un astéroïde ou d'une comète de cette envergure n'a encore été trouvée. Il n'existe pas de cratère clairement identifié, ni d'autres preuves physiques convaincantes de cet événement spécifique. Les critiques font remarquer que, bien que des matériaux d'origine extraterrestre aient été découverts, ceux-ci peuvent également être attribués à d'autres phénomènes, tels que des événements cosmiques de moindre ampleur ou des catastrophes volcaniques. Néanmoins, l'hypothèse de la chute d'un astéroïde reste l'une des théories scientifiques les plus captivantes et débattues.
offrant une explication à l'origine de la légende de l'Atlantide et d'autres récits anciens de catastrophes mondiales. Avec l'avancement des technologies modernes, la légende de l'Atlantide a retrouvé un nouvel éclat. Alors qu'auparavant, les scientifiques devaient s'appuyer exclusivement sur des textes anciens et des découvertes superficielles, ils disposent aujourd'hui d'outils uniques, leur permettant d'explorer minutieusement le fond océanique et de dénicher des traces de civilisations anciennes, même à de grandes profondeurs. L'une des technologies les plus significatives qui a profondément transformé l'approche de l'étude des objets sous-marins est la géodésie par satellite ainsi que la cartographie sonar du fond marin. Ces technologies permettent de réaliser des cartes détaillées du relief océanique avec une grande précision. Ainsi, à la fin du XXe siècle, des satellites équipés de radars de haute précision ont pu explorer en détail d'immenses zones du fond océanique pour la première fois. Grâce à ces avancées, des structures semblables à des ruines de villes anciennes, des routes, des murs et même des pyramides ont été découvertes dans différentes régions de l'océan. De telles découvertes ont rapidement conduit à l'hypothèse que ces objets pourraient être liés à la mythique Atlantide. Parmi les découvertes les plus célèbres et débattues, récemment figurent les structures sous-marines situées au large des côtes du Japon, de Cuba et d'Espagne. Ces découvertes ont créé un véritable buzz et ont engagé des discussions animées parmi les scientifiques et les passionnés. La structure près de l'île de Yonaguni, au Japon, est devenue particulièrement renommée. En 1986, des plongeurs locaux y ont accidentellement découvert des formations en pierre mystérieuses ressemblant à des marches de plateforme, interprétées par beaucoup comme les vestiges d'une ancienne ville engloutie. Des recherches ont confirmé l'existence de structures massives en pierre qui semblent indéniablement artificielles. De nombreux partisans de l'hypothèse de l'Atlantide soutiennent qu'il s'agit des ruines englouties d'une ancienne civilisation, possiblement liée aux Atlantes. Toutefois, la science officielle adopte une approche prudente face à de telles conclusions. Les géologues tendent à considérer que les structures de Yonaguni ont une origine naturelle, résultant de l'érosion et des processus tectoniques. Ils affirment que des formes géométriques régulières peuvent aisément être créées par la nature et citent plusieurs exemples de formations naturelles similaires dans d'autres régions du monde. Malgré cela, les discussions sur l'origine des monuments de Yonaguni se poursuivent encore aujourd'hui. Une autre découverte spectaculaire a eu lieu au début des années 2000, au large des côtes de Cuba. Les chercheurs canadiens, Paulina Zalitzky et Paul Weinzweig, ont identifié des structures étranges, aux formes géométriques bien définies, à une profondeur d'environ 600-700 mètres, près de la péninsule de Guanahaca-Bib. Ces formes évoquaient des rues, des places, des bâtiments et même des pyramides, construites à partir de blocs massifs de pierre. Cette découverte a aussitôt captivé les partisans de la théorie de l'Atlantide, que l'on perçut comme une preuve tangible de l'existence d'une ancienne civilisation avancée. Néanmoins, la profondeur à laquelle se trouvent ces structures soulève d'importantes questions au sein de la communauté scientifique. Le géologue Manuel Turrialde, qui a participé aux recherches initiales, a souligné que pour que de telles structures se trouvent à la profondeur actuelle, elles auraient dû être construites il y a au moins 50 000 ans. Cela contredit radicalement tout ce que l'archéologie moderne connaît sur le développement des civilisations humaines. Par conséquent, les scientifiques officiels estiment que ces formations ont probablement une origine naturelle, bien qu'il n'y ait pas de consensus sur ce point
au sein de la communauté scientifique. En raison de l'absence d'études ultérieures, à grande échelle, et de l'inaccessibilité du site, la question demeure ouverte. Les formations sous-marines, découvertes au large des côtes de l'Espagne, dans la région du détroit de Gibraltar, suscitent également un grand intérêt. Des images satellites et des études sonars ont mis au jour d'étranges structures sur le fond marin, semblant correspondre à des murs, des routes et des lignes artificielles. Ces découvertes ont alimenté des théories concernant une civilisation engloutie près des légendaires colonnes d'Hercule mentionnées par Platon. Cependant, encore une fois, la communauté scientifique fait preuve de prudence, tendant à considérer que ces structures se sont formées naturellement en raison des courants sous-marins et de l'érosion. Les recherches contemporaines sur le fond océanique ont révélé qu'il abrite en effet de nombreuses formations mystérieuses qui, à première vue, paraissent artificielles et rappellent la légendaire Atlantide. Cependant, la grande majorité de ces objets est maintenant interprétée comme le résultat de processus géologiques et de phénomènes naturels. Néanmoins, ces découvertes continuent d'inspirer les chercheurs et les amateurs de mystères à entreprendre de nouvelles investigations, tout en nourrissant l'espoir de nouvelles révélations fascinantes. Parallèlement aux efforts scientifiques sérieux pour élucider l'origine du mythe de l'Atlantide, un certain nombre de théories pseudo-scientifiques et alternatives ont toujours animé la légende d'un caractère particulièrement vibrant et fantastique. Alors que la communauté scientifique aborde traditionnellement ces hypothèses avec scepticisme et parfois irritation, ces versions conquièrent une immense popularité auprès du grand public. Ce phénomène s'explique non seulement par la curiosité naturelle des gens, mais également par leur désir d'interpréter l'inconnu à travers des images mystérieuses et captivantes du surnaturel et de l'extraterrestre. L'une des hypothèses alternatives les plus répandues et incroyablement populaires soutient que l'Atlantide était une colonie d'une civilisation extraterrestre ayant existé sur Terre il y a plusieurs milliers d'années. Cette idée a gagné en notoriété grâce à des auteurs comme Erich von Däniken et Zecharia Sitchin. Selon leurs assertions, les Atlantes étaient des extraterrestres ou des hybrides humains et extraterrestres ayant transmis à l'humanité des technologies bien plus avancées que celles dont nous disposons aujourd'hui. Pour étayer ces théories, on cite fréquemment des représentations anciennes d'êtres en combinaison spatiale ou dans des engins volants sur les murs des temples égyptiens, dans les pyramides sud-américaines anciennes et même dans les peintures rupestres de l'époque préhistorique. Il est essentiel de préciser que tout cela repose uniquement sur des conjectures et des interprétations douteuses des dessins. Une autre théorie répandue concerne les soi-disant portails et les transitions interdimensionnelles. Les partisans de cette version soutiennent que l'Atlantide n'a pas seulement disparu suite à une catastrophe, mais qu'elle s'est littéralement déplacée vers une autre dimension, en utilisant des technologies de portail ou de tunnels spatio-temporels. Dans cette perspective, l'Atlantide resterait une civilisation vivante et prospère, simplement invisible et inaccessible pour l'humanité moderne. De telles idées sont constamment promues par des auteurs ésotériques et divers mouvements mystiques qui perçoivent l'Atlantide comme le symbole d'une société idéale, dissimulée aux yeux des gens ordinaires. Un troisième groupe de théories pseudo-scientifiques, couramment exprimées, affirme que les Atlantes détenaient des super-technologies inimaginables, même pour les scientifiques contemporains. Les partisans de ces hypothèses sont convaincus que l'Atlantide était une super-civilisation, largement en avance sur son époque. Elle aurait maîtrisé des technologies telles que l'antigravité, des sources d'énergie cristalline
et des dispositifs complexes capables de contrôler le climat et même les processus tectoniques. La communauté scientifique aborde ces versions avec une méfiance profonde et des critiques éclairées. Les chercheurs considèrent de telles hypothèses comme spéculatives et complètement infondées, car elles ne sont soutenues ni par des découvertes archéologiques, ni par des preuves solides capables de résister à un examen scientifique. De plus, ces théories s'appuient souvent sur une interprétation subjective d'images et de textes anciens, ainsi que sur la manipulation des faits et des falsifications évidentes. Pourquoi ces hypothèses connaissent-elles une telle popularité, en dépit du scepticisme manifeste des scientifiques? Tout d'abord, les gens ont toujours nourri un intérêt pour le mystérieux et l'inconnu, cherchant à éclairer des phénomènes inhabituels au moyen d'idées mystiques et fantastiques. L'Atlantide s'intègre parfaitement dans cette démarche, car elle symbolise une ancienne civilisation disparue sans laisser de traces, ce qui offre la possibilité de l'enrichir facilement avec tous les détails fantastiques envisagés. Deuxièmement, les hypothèses alternatives exploitent intensément le désir humain de sensation et de mystère. Ces versions sont largement mieux acceptées par le grand public que les explications scientifiques complexes. L'idée d'anciens astronautes ou de portails énigmatiques captive bien davantage la conscience collective que le travail rigoureux des archéologues ou des géologues. Enfin, les théories pseudo-scientifiques s'appuient souvent sur le besoin humain de croire en des civilisations anciennes, sages et parfaites, capables de résoudre les problèmes de notre société moderne. Dans ce contexte, l'Atlantide se transforme en une société idéale que nous pourrions redécouvrir et considérer comme une source précieuse de connaissances et d'inspiration. Aujourd'hui, au sein de la communauté scientifique, on observe une attitude plutôt réservée et prudente vis-à-vis de la légende de l'Atlantide. Après des siècles de débats, de recherches et d'hypothèses, les chercheurs partagent une conclusion commune selon laquelle, dans la forme décrite par Platon, l'Atlantide n'a probablement jamais existé. Toutefois, cela ne signifie pas que les chercheurs rejettent complètement la signification intrinsèque du mythe. Au contraire, pour les archéologues, les historiens et les géologues, l'Atlantide est devenue un symbole majeur, permettant d'explorer les processus historiques, les anciennes catastrophes et même les mécanismes de la création des mythes. Les archéologues étudient la légende de l'Atlantide avec une rigueur méthodologique scientifique. Les recherches archéologiques modernes ne valident pas l'existence d'une civilisation similaire à celle décrite par Platon sur une île ou un continent au cœur de l'océan Atlantique. Malgré de nombreuses tentatives pour découvrir les ruines de l'Atlantide, il n'existe à ce jour aucune preuve archéologique scientifiquement vérifiée qui pourrait relier le mythe à une ville ou une civilisation réelle. Cependant, les archéologues soulignent que la quête de l'Atlantide a formidablement dynamisé l'étude de cultures auparavant peu connues et de sites anciens, tels que les Minoans en Crète, les mystérieux Guanches aux Canaries ou les civilisations de la Méditerranée antique. Ainsi, la légende elle-même s'est avérée être un stimulant précieux pour des recherches scientifiques sérieuses. Aujourd'hui, les historiens interprètent majoritairement l'Atlantide comme un récit allégorique conçu par Platon pour transmettre des idées philosophiques. Selon la majorité des historiens contemporains, Platon a puisé dans des éléments d'événements historiques et des souvenirs culturels des peuples méditerranéens, les combinant en une image unique, vivante et instructive. Ainsi, l'Atlantide se présente comme une parabole philosophique, illustrant des leçons morales sur la vanité, la chute des civilisations et les conséquences de la perte de moralité.
Pour les historiens, un intérêt particulier réside dans la façon dont les anciens peuples ont conservé la mémoire d'événements réels, tels que des catastrophes naturelles ou des guerres, en les transmettant de génération en génération et en les transformant progressivement en mythes et légendes. Les géologues ont aussi joué un rôle essentiel dans l'étude scientifique de l'Atlantide. La géologie moderne établit que dans un court laps de temps historique, une grande île ou un continent au centre de l'océan Atlantique ne pourrait pas avoir sombré sans laisser de traces significatives et visibles. Des études géologiques approfondies, du fond océanique, effectuées à l'aide de sonars et de satellites, n'ont fourni aucune preuve d'un immense continent englouti au centre de l'Atlantique. Cependant, les données géologiques ont offert aux scientifiques des informations précieuses sur d'autres catastrophes anciennes qui auraient pu donner naissance à la légende de l'Atlantide. Parmi celles-ci, on trouve l'intense éruption du volcan Santorin dans la mer Égée, des inondations dévastatrices et des tsunamis en Méditerranée, ainsi que l'inondation de la région de la mer Noire après la fin de la période glaciaire. Ces événements étaient de grande envergure et pouvaient laisser une empreinte indélébile dans la mémoire collective des anciens peuples. De plus, dans le cadre de la science moderne, l'Atlantide est devenue un exemple illustratif pour examiner comment naissent les mythes et comment des événements réels se transforment en légendes, leur conférant une portée symbolique et des leçons morales. Les chercheurs soulignent que la légende de l'Atlantide a gagné en popularité précisément parce qu'elle reflète les craintes universelles de l'humanité face à la chute des civilisations, à la perte de repères moraux et à l'imprévisibilité de la nature. L'histoire de l'Atlantide fascine et captive l'humanité depuis plus de 2000 ans, passant des dialogues philosophiques de Platon aux expéditions scientifiques modernes et aux théories incroyables. Il est envisageable que l'Atlantide ait réellement été une ancienne civilisation, dont le souvenir s'est transmis à travers les mythes anciens. Peut-être est-ce simplement une parabole, conçue pour inciter les individus à réfléchir aux conséquences de leur orgueil et de leur avidité. Ou peut-être symbolise-t-elle la fragilité et la vulnérabilité de notre monde face aux catastrophes naturelles et aux changements imprévus. Aujourd'hui, nous avons acquis suffisamment de connaissances pour comprendre comment les mythes s'intègrent à notre histoire humaine, partagée. Cependant, l'Atlantide est unique. Elle sert de miroir dans lequel certains voient le reflet de leur propre peur, espoir et rêve d'un monde idéal disparu. Qu'est-ce que l'Atlantide pour vous? Est-ce une civilisation authentique encore à découvrir, une profonde leçon philosophique ou tout simplement une magnifique histoire? Je laisse cette question ouverte et vous invite à choisir ce en quoi croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. De nombreuses histoires captivantes et mystères vous attendent. À bientôt dans les prochains épisodes.